Nous l'annoncions également en titre au Burkina Faso, 40 morts dans une attaque djihadiste. Un détachement militaire et de volontaires pour la défense de la patrie a été la cible d'une attaque par des hommes armés non identifiés. Samedi, c'était aux environs de 16 heures. Dans les encablures, d'AORMA a donc indiqué le communiqué du gouvernement publié dimanche. Le bilan provisoire de cette attaque est de 40 morts, parmi lesquels 6 militaires et 34 supplétifs civils de l'armée, auxquels s'ajoutent 33 blessés dans un état stable, pris en charge actuellement au centre hospitalier universitaire régional de Waïgouya, chef-lieu de la région du Nord, a donc précisé le dit communiqué. Une source sécurité a également évoqué un bilan d'une quarantaine de victimes ainsi que plusieurs éléments blessés qui ont été pris en charge. Il a également été indiqué qu'une riposte a été lancée après cette attaque et a permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes. Une autre source a confirmé que les assaillants ont été quasiment tous neutralisés par l'armée burkinabé. Et puis le détachement visé par l'attaque assurait la sécurité de l'aérodrome de Waïgouya, donc du côté du Burkina Faso. On rappelle que jeudi dernier, il y a eu une mobilisation générale face aux attaques djihadistes qui visent le pays. Les autorités de la transition burkinabé ont décrété une mobilisation générale et la mise en garde qui leur donne notamment le droit de requérir des personnes, les biens et les services, le droit de soumettre au contrôle et à la répartition les sources de ravitaillement et le droit d'appel à l'emploi de défense à titre individuel ou collectif. Le Burkina Faso, on rappelle, est théâtre de deux coups d'état militaires en 2022 et pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste apparue au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui se sont répandues au-delà de leurs frontières. Les violences ont fait en tout plus de 10 000 morts civils et militaires selon des ONG et quelques 2 millions de déplacés. Direction à présent le Soudan où une centaine de civils a donc été tués et également des tirs et des explosions ont gagné en intensité depuis ce lundi 17 avril du côté de Khartoum. On rappelle que c'est le 3e jour des combats entre l'armée et une puissante force paramilitaire dirigée par 2 généraux rivaux qui se disputent actuellement le pouvoir. Le conflit entre les 2 hommes était donc inévitable et donc le Soudan qui s'embrase à nouveau depuis samedi dernier. De violents affrontements touchent le pays d'Afrique de l'Est qui traverse une délicate transition depuis la chute en 2019 du président Omar el-Béchir. En 3 jours, près d'une centaine de civils ont été tués dans les combats qui touchent notamment la capitale Khartoum et qui opposent 2 puissants généraux à la tête du pays. Alors on va rester sur cette actualité et recevoir dans ce journal les invités pour en discuter. 3 au total, il s'agit de Gamal Abina, Taïfour Smaïn et bien sûr Luc Michel. Alors on va démarrer avec Gamal Abina, internationaliste. Alors bonsoir à vous Gamal Abina. Vous m'entendez? Alors Gamal Abina, on va dire que ce que l'on redoutait est finalement arrivé. Et voilà que ce sont les civils qui payent le prix de ces affrontements qui durent depuis, bien sûr, le départ d'Omar el-Béchir. Voilà que les 2 généraux sont donc passés à l'offensive. Et comme on le disait tantôt, ce sont les civils qui en pâtissent. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc non, c'est pas 2 généraux. Il y a un général et puis il y a un homme qui est un chef de milice. Le général Boran, lui, a une carrière militaire classique, et l'autre, c'est plutôt un milicien, moins un général. Il n'a pas une armée régulière qui a utilisé cette milice pour beaucoup de coups et qui se positionne comme étant une sorte de nouvel apôtre de la démocratie. Quant à Boran, c'est plutôt le général qui a déposé, évidemment, après la suite du coup d'État contre le Bachir, le nouveau pouvoir qui était en place. Boran, pour poser une transition, il voulait se présenter aux élections, semble-t-il, mais surtout, aujourd'hui, on se rend bien compte que le Soudan est déjà partitionné. Hein. Vous savez que le Nord et le Sud ont été séparés il y a quelques années par référendum, c'était le plus grand pays d'Afrique. Aujourd'hui, il est très fragile économiquement, 80% du pétrole est au sud, donc 20% du pétrole, ça transite par le Nord, c'est vrai. Et surtout, le Soudan est tiraillé entre plusieurs grandes puissances. Il n'y a pas seulement, évidemment, le voisin égyptien qui est très proche d'ailleurs d'El Boran, hein. Ici est très proche de Boran. Il y a aussi la question de l'eau.
la question de l'Éthiopie, où il y a des tensions avec l'Éthiopie, la question du Sud-Soudan qui n'est toujours pas stabilisée, et surtout la question des pouvoirs militaires qui se succèdent, avec l'hydre islamiste qui est toujours derrière. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, la variable d'ajustement, ça reste les courants islamistes, qui étaient à l'époque proches d'El-Béchir. Je parle donc de Hassan Tourabi qui est décédé aujourd'hui. Les courants islamistes sont toujours en présence. Et ce qui surprend dans ce coup de force, c'est qu'on sent bien qu'en dépit du fait qu'en l'Arabie et l'Iran aient fait la paix, semble-t-il, bien il y a toujours de grandes manœuvres sur les territoires soudanais quand le reste de la péninsule arabique prend le chemin de la paix. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est à qui profite le crime si c'est tenté qu'il y ait un coup de force, et combien de milices encore vont évoluer à l'image de Janjaweed au Soudan, et qui garantissent toujours une déstabilisation. Ensuite, concernant les morts, malheureusement, aujourd'hui, effectivement, c'est des bombardements, des explosions, c'est des attaques militaires, mais les morts au Soudan ne se sont jamais arrêtés au niveau des civils. On se rappelle que depuis la reprise en main par El Boran, il y a tout de même des manifestations récurrentes et des morts. Donc tout ça interroge sur qui tient les ficelles et qui profite au crime. C'est une question qui peut être posée, je pense que Luc Michel peut-être ou Smaïn nous donneront plus de détails là-dessus. Donner la parole à Taïfour Smaïn. Bonsoir à vous, cher monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va dire contre-raid aérien et combat sur fond de rivalité du côté du Soudan entre bien sûr les deux tétas du gondole. On va dire que l'armée soudanaise et les paramilitaires sont véritablement engagés dans ce qu'il faut ou alors qu'on vient désormais d'appeler un bras de fer. Et voilà que la situation a dégénéré. Il fallait certainement s'y attendre, Taïfour Smaïn. Bonsoir, merci de m'inviter. Bien sûr, évidemment, il s'agit là donc d'une lutte de pouvoir entre les deux hommes, sachant que le premier donc est pratiquement un dictateur avéré, en parlant d'El Boran, parce qu'il en est à son deuxième coup, après avoir dissous ce qu'on appelle le Conseil souverain donc de transition, qui était donc partagé avec les civils. Aujourd'hui, il veut être le seul maître à bord. Il est vrai que Hamiti, au même titre que lui, il est aussi impliqué pratiquement à la même hauteur dans cette, si vous voulez, ce bras de fer. Aujourd'hui, il faut savoir que l'armée régulière, donc, dirigée par El Boran, qui voulait justement dissoudre carrément on va dire cette milice à l'intérieur de l'armée, sauf que Hamiti a refusé, bien entendu. Il faut aussi faire un petit titre historique de cette milice de Hamiti qui a été créée en 2013 pour justement réprimer dans le sang les rebelles du Darfour. Savoir qu'ils ont tué beaucoup plus de civils que d'hommes armés. Bon, maintenant, est-ce qu'il faudrait limiter ce conflit donc à l'intérieur du Soudan uniquement? Je ne pense pas qu'il faudrait se limiter à ça, à savoir que ce pays, d'ailleurs, il est frappé depuis 56 de la malédiction, on va dire, des guerres, des renversements et des guerres civiles. On a eu quand même deux. Il faut jamais oublier ça. La première qui avait coûté 500 000 morts soudanais, la deuxième quasiment 2 millions de morts. Et maintenant, on ne sait pas où va ce pays. Ce pays, a priori, il est vraiment touché par ce qu'on appelle la malédiction des renversements. Alors, quelle est l'issue à ce conflit? Je pense que seule l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pourront plus ou moins donc apporter leur pierre à l'édifice, c'est-à-dire ils pourraient plus ou moins donc inciter les deux parties à observer un cessez-le-feu, sachant que les Émirats Arabes Unis comme l'Arabie Saoudite sont amis avec les deux parties, qui étaient amis d'ailleurs depuis 2004. Donc il y avait une vieille amitié entre les deux hommes. Ils ont même donc envoyé leurs milices au Yémen pour combattre moyennant somme d'argent. Donc c'est pour cette raison que les deux parties sont bien placées, j'entends par là l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, pour imposer un cessez-le-feu. Maintenant, pour revenir au rôle américain ou russe, les Américains, Blinken avait fait une déclaration dans ce sens, il avait dit qu'il y avait ce qu'on appelle des forces extérieures qui ont plus ou moins un peu enclenché cette guerre, si on peut l'appeler ainsi. Donc, ils sont pour autant nommés coupables, c'est-à-dire les Russes. On comprend par là que c'est les Russes, sachant que Lavrov a fait effectuer une visite impromptue 2 jours avant l'éclatement des hostilités. Pourquoi? Parce que les Américains sont beaucoup plus gênés par rapport à un accord dont on n'a pas trop parlé, c'est-à-dire l'établissement d'une base navale dans la mer Rouge, qui a été quasiment accordée donc aux Russes.
A priori, les Américains, ça leur a déplu. D'ailleurs, ils ont dépêché rapidement, depuis cette nouvelle d'ailleurs, ils ont dépêché leur ambassadeur pour justement se rapprocher beaucoup plus, sachant que les Russes sont en train de gagner le terrain en Afrique, un peu partout, et maintenant au Soudan, c'était carrément, enfin ils sont toujours carrément en position de force pour la simple raison qu'ils vont donc procéder à ce qu'on appelle un partenariat militaire avec quel que soit le gagnant. D'ailleurs, je ne vois pas l'issue de ce conflit s'il n'y a pas donc un cessez-le-feu qui sera imposé par justement les protagonistes extérieurs. Alors maintenant, est-ce que Hamiti va gagner? Et a priori, il n'est pas décidé à remettre les armes. L'autre donc parti, Borhan, qui lui aussi donc est revenu quasiment sur ses premiers engagements, c'est-à-dire d'intégrer la milice au sein de l'armée. Donc là, il demande quasiment donc au démantèlement de cette milice. Ça va être quand même une partie difficile à réaliser. Smaï, peut-être avant de donner la parole à Luc Michel, en quelques mots, à qui profite alors véritablement ce conflit qui existe du côté du Soudan, surtout au regard des enjeux que vous énonciez il y a quelques minutes de cela? Bah, écoutez, ce pays est soumis à des pressions telles qu'il est difficile dans ce milieu donc de connaître qui est carrément derrière ce qui se passe actuellement. L'Amérique, les États-Unis, il faut dire qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ça s'envenime encore davantage, ça se détériore. Les Russes, pareil. Après, il y a le bon voisin égyptien, qui a toujours considéré le Soudan comme son arrière-cour. D'ailleurs, Hamiti avait arrêté certains militaires égyptiens, on les a vus d'ailleurs, ça a fait le tour des chaînes de télévision internationales. Et le président El-Sisi avait mis en garde justement cette milice contre toute atteinte à l'intégrité physique de ses soldats. On voit bien que maintenant, par ce geste-là, que l'Égypte est quelque part, c'est pas quelque part, même de facto, elle est derrière, pas derrière ce bras de fer, mais elle soutient beaucoup plus Al-Burhan, ce Burhan qui malheureusement n'a pas voulu donc restituer le pouvoir aux civils. D'ailleurs, tout ce tohu-bohu, il a été donc quasiment fait pour empêcher ce qu'on appelle le processus démocratique ou la transition qui était donc en passe de réussir, mais malheureusement, ça n'a pas réussi. C'est Burhan, encore une fois, qui a fait capoter ce projet. D'ailleurs, les Américains lui tiennent rigueur par rapport à cette situation-là. Honnêtement, pour revenir à votre question, est-ce que les Américains ou les Russes ont intérêt? Je ne pense pas que les deux parties aient un intérêt particulier à voir le Soudan déstabilisé, sachant pertinemment que les deux parties veulent tirer avantage d'une stabilité, on va dire, même si elle est précaire, de ce pays. Surtout les Russes, ils sont beaucoup plus impliqués dans ce qu'on appelle la bataille des ports, c'est-à-dire ils veulent établir, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc une base navale qui va servir leur projet donc futur, ne serait-ce que par rapport à la Syrie et l'Est de la Méditerranée. Maintenant, est-ce que on peut dire franchement et concrètement qu'il y a un protagoniste qui soit clairement identifié, à savoir que le pays quand même est sous la pression, il est quasiment sous la merci de pas mal de pays, même du Soudan du Sud, vous vous rendez compte, exerce des pressions sur le Soudan actuel, qui a été dépecé malheureusement, comme si ce déplacement n'a pas suffi aux 2 ans, ils veulent finir ce que Omar al-Bashir n'a pas fini. Malheureusement, encore une fois, il est peut-être encore tôt d'identifier les véritables, on va dire, protagonistes qui sont derrière ce bras de fer qui est en train de se dérouler sous nos yeux, à savoir que les Soudanais n'ont jamais réussi à constituer une entité cohérente, homogène et stable. Prenons la parole à Luc Michel. Alors Luc Michel, bonsoir à vous. On va dire que la guerre fait rage du côté du Soudan avec plusieurs civils, des centaines, on les compte pas centaines désormais en matière de morts.
On connaît certainement les enjeux, surtout que le Soudan est un boulevard commercial. Ils l'ont dit tout à l'heure, le Soudan qui a une parfaite ouverture sur le golfe de Guinée, qui est également une voie de transition vers la corne de l'Afrique, un pont direct pour l'Afrique centrale. Alors, quelle analyse faites-vous de cette situation qui s'enlise du côté du Soudan? Et pourtant, après le putsch, ces deux personnes qui s'affrontent aujourd'hui avaient pourtant décidé de se mettre ensemble avant que Mehdi ne prenne voilà, le côté ou alors ne s'engage désormais avec les civils. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir à vous, bonsoir aux collègues. Les choses sont extrêmement plus complexes qu'il n'y paraît. Ce qui est en jeu ici, c'est la présence russe en mer Rouge et la neutralisation de la présence américaine. Le Soudan, c'est un des plus vieux États africains qui est en voie de déstabilisation, puisque tout a commencé dans les années 1960 avec des manœuvres israéliennes et américaines. Les Américains ont réussi premièrement à obtenir la sécession du Sud-Soudan et ensuite en 2019, la nouvelle politique de Trump et Bolton a obtenu le renversement du régime d'Omar el-Béchi. Depuis, les fractions pro-américaines se succèdent aux fractions pro-russes. Le général al-Burhan a pris le pouvoir avec l'appui de Moscou et en promettant à Moscou une base navale à l'entrée de la mer Rouge. Mais le général Hamiti lui-même est un ancien allié de Moscou, puisqu'il est très proche du groupe Wagner. Aujourd'hui, les deux fractions pro-russes s'opposent pour le plus grand bénéfice des Américains. Les Américains développent au Soudan la fameuse stratégie du chaos, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont incapables de s'assurer le contrôle d'un pays, en 2019, le représentant Abdallah, donc le premier ministre, qui est un haut fonctionnaire américain, membre de l'Atlantic Council, a été renversé. Depuis ce moment-là, les Américains recherchent la stratégie du chaos. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, les commentaires sur la guerre entre Al-Fatah al-Burhan et Hamiti, les commentaires sur la transition civile, etc., ce sont des scénarios américains. Moi, je dis qu'il est heureux que la transition civile, qui est une transition américaine, ait échoué. Et il faut évidemment que le Soudan se dégage des mains occidentales. Luc Michel, des soucis certainement de connexion. On reviendra sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Merci Gamal Abina, merci également Taïfou Smaïna et Luc Michel pour vos analyses, alors que la situation s'enlise du côté du Soudan avec les deux protagonistes qui s'affrontent, notamment Mehdi et Burhan, qui pour l'instant sont finalement arrivés à l'épreuve de la guerre. On annonce donc des centaines de civils qui ont perdu la vie depuis que le combat a donc démarré. C'est une affaire à suivre. Afrique Média, le monde, c'est nous.